vous remercie. Intégré dans la rhétorique de la mondialisation, grâce à l'absence de régulation juridique des impacts des activités des entreprises sur les droits des travailleurs, les droits de l'homme et de l'environnement, la responsabilité sociale des entreprises s'est imposée comme cadre de référence pour fonder un mouvement de privatisation de l'ensemble du processus de régulation de la mondialisation de l'économie. Durant 2 décennies, on a voulu faire croire, on a pu croire, en la possibilité d'un système d'autorégulation autosuffisant et dont l'efficacité devait naturellement découler du caractère volontaire des engagements pour accompagner la mondialisation de l'économie. Or, des centaines de travailleurs sont encore aujourd'hui réprimés pour leur engagement syndical, nonobstant la consécration de la liberté syndicale comme un droit fondamental et de son identification comme telle par la Convention 87 et la Déclaration de 1998 de l'OIT, ainsi que par la reprise de ceci dans divers instruments de RSE. Des milliers de travailleurs meurent dans des accidents du travail mortels, comme celui qui a frappé le Rana Plaza en 2013. Près de 150 millions d'enfants continuent de travailler dans le monde, alors que c'est le sujet sans doute le plus consensuel, et que la prohibition du travail infantile fait également l'objet des conventions parmi les plus ratifiées de l'OIT. Plusieurs travaux de recherche en sciences juridiques pointent inlassablement l'anomalie juridique créée par les formes d'organisation mondiale de la production, qui est la suivante. Si la filiale d'une société mère transnationale ou un co-contractant d'une filiale ou encore d'un donneur d'ordre international installé en dehors du territoire européen ne respecte pas la législation locale ou internationale et commet des violations graves et continues de droits sociaux ou provoque des dommages sanitaires et environnementaux, y compris irréversibles, la responsabilité juridique de la société mère ou du donneur d'ordre international ne peut pas être engagée. Ceci en raison de montages très sophistiqués, très subtils et très complexes de réseaux de sociétés. Également en raison du principe de l'autonomie juridique qui rassure et assure chaque société de ne pas être responsable des faits d'une autre. Et également parce qu'il n'existe pas actuellement encore de juge international auquel compétence a été reconnue pour traiter de ce type de dommages. Le juge national n'ayant en effet en général pas de compétence universelle. On est donc face à une irresponsabilité juridique régulièrement dénoncée depuis des décennies des sociétés mères et des donneurs d'ordre, alors que ce sont eux qui tirent tout profit et grand profit de cette organisation de la production et de la distribution. Face à cela, de nombreuses initiatives ont été prises avec des résultats très variables. Pour l'essentiel, à 2 niveaux, européen en 2006 et international en 2003, il y eut 2 tentatives avortées de réglementer juridiquement les activités des entreprises sur le plan mondial. Parallèlement, des instruments internationaux de soft law adoptés par des institutions internationales publiques, l'OCDE, l'ONU, l'OIT ou l'Union européenne, ou encore des institutions privées comme l'ISO, et révisés sous la pulsion de la responsabilité sociale des entreprises, ont sans doute contribué à faire avancer l'idée d'un corpus de droits communs à l'humanité en matière sociale, environnementale, reprenant et consolidant ainsi de manière réflexive le contenu de pratiques normatives des entreprises adoptées au nom de la RSE. Néanmoins, tous ces instruments restent d'application facultative, ils ne mettent en place aucun mécanisme systématique de contrôle et ne sont assortis d'aucune sanction pour les entreprises transnationales ou donneuses d'ordre en cas de non-respect. D'emblée, ces normes n'apportent donc rien de plus en termes d'efficacité aux conventions internationales consacrant les droits généralement visés par les normes privées de RSE. Mais tous ces instruments publics et internationaux, au moment de leur révision ou de leur récente adoption pour ce qui concerne l'ONU, reviennent et redisent un point important qui est le suivant et qui réside dans l'obligation primaire pour les États d'assurer le respect des droits de l'homme, qu'une excessive focalisation sur la responsabilité sociale des entreprises avait sans doute remisé en arrière-plan. Pour
répondre à la question posée par ce colloque qui serait de comment prendre la responsabilité au sérieux dans un contexte de globalisation, je voudrais ici développer 2 points assez classiques qui consisteront à montrer, d'une part, comment la juridicisation des engagements de responsabilité sociale des entreprises s'est effectuée d'abord par voie de contractualisation, d'une part et premièrement, et d'autre part et deuxièmement, comment cette juridicisation aujourd'hui emprunte, encore de manière très timide et de manière très isolée, la voie de la légalisation. Si l'on prend d'abord la voie de la contractualisation des engagements de responsabilité sociale, on peut avoir un bilan, certes assez pessimiste, comme je l'ai indiqué en introduction, mais tout de même un bilan qui permet de voir à la fois des avancées et des limites. Et pour ceci, je prendrai 3 exemples d'instruments contractuels qui ont été expérimentés par des entreprises françaises ou des ONG ou organisations syndicales françaises ou bien des participations de ces mêmes entreprises ou organisations à des engagements contractuels de niveau international. Le premier de ces instruments contractuels auxquels les entreprises françaises ont beaucoup participé, c'est la négociation et la conclusion d'accords cadres internationaux. Des accords signés entre les entreprises transnationales et des organisations syndicales internationales. Ces accords cadres internationaux se sont véritablement déployés et développés depuis le début des années 2000 et dépassent la centaine aujourd'hui, alors que rien n'oblige une entreprise transnationale à négocier avec une organisation syndicale internationale. Ce sont des instruments donc, qui continuent à se multiplier, mais surtout ce sont des instruments qui continuent à s'enrichir, qui continuent à densifier leur contenu, à durcir leur contenu. Et je voudrais ici, aujourd'hui, simplement évoquer peut-être un de ces derniers accords cadres internationaux qui a été adopté en janvier 2015 par l'entreprise Total, connue par ailleurs pour sa complicité en matière de travail forcé en Birmanie. L'entreprise Total vient donc de signer cet accord cadre international sur la responsabilité sociale, sur sa responsabilité sociale. Cet accord cadre international prend la suite de plusieurs accords qui avaient été signés au niveau européen et sur des sujets qui ont fait déjà l'objet d'accords européens. Et donc, d'une certaine façon, il y a une forme de mondialisation, d'engagement contractuel sur le plan européen en matière de droits sociaux fondamentaux, en matière de diversité, de non-discrimination, et, ce qui me semblait peut-être encore plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, bref, de santé et de sécurité au travail. Sur cette question, la santé et la sécurité des travailleurs dans le cadre donc d'une organisation de la production en réseau d'entreprises, il faut remarquer que c'est une question qui est de plus en plus traitée par les accords cadres internationaux et elle est traitée, je dirais, avec un certain sérieux puisqu'elle fait l'objet de déclinaisons dans des clauses sur cette question dans les contrats commerciaux qui lient l'entreprise transnationale avec des co-contractants qui sont des fournisseurs ou des distributeurs, mais aussi cela est fait de manière relativement sérieuse, en ce sens que là, peut-être à bon escient, les indicateurs et les chiffres viennent à l'appui pour essayer de mettre en place des plans à la fois de vigilance, d'état des lieux d'abord, de vigilance et de vérification des progrès en matière de santé et de sécurité au travail.
L'accord total va plus loin puisqu'il consacre un droit qui est un droit bien connu du droit du travail français ou du droit européen, qui est le droit de retrait en cas de travail dangereux. Et donc ceci est très intéressant parce qu'à travers cet accord-cadre international adopté au nom de la responsabilité sociale des entreprises, on mondialise et on exporte un droit purement occidental, purement européen, à l'ensemble des implantations de l'entreprise mère. Deuxième innovation qui me semble vraiment d'importance, c'est que l'entreprise Total s'engage à introduire pour tous les salariés de ses filiales une assurance prévoyance décès qui n'est pas limitée aux accidents professionnels. Il y a sans doute ici peut-être une influence et une leçon tirée de la malheureuse affaire Venel contre Areva qui a conclu au débouté de la famille Venel contre l'entreprise Areva, alors que le sieur Venel est décédé donc d'une maladie professionnelle, de cancer, suite à un travail dans les mines d'uranium au Gabon. Il y a là donc dans cet accord-cadre international des éléments tout à fait nouveaux, novateurs, qui mettent en évidence donc des engagements d'envergure nouveaux de cette entreprise sous contrôle donc de l'Organisation syndicale internationale. On pourra trouver des accords comparables chez EDF ou chez Solvay, mais c'est sans doute l'accord Total qui va plus loin. Ces accords internationaux qui présentent de multiples avantages et de multiples intérêts, néanmoins, connaissent plusieurs limites. La première de ces limites, c'est qu'ils sont dénués de tout statut juridique, ce qui fait que leur portée juridique reste problématique et ce qui fait que ces accords, pour certains d'entre eux, restent dans ce que j'appellerais une sorte d'état de lévitation mondiale et donc ne sont jamais véritablement transposés, ne sont jamais véritablement repris et intégrés par les acteurs sociaux sur le plan local. Le deuxième exemple d'expérimentation, de contractualisation de l'engagement de responsabilité sociale d'une entreprise, c'est un accord qui a été signé non pas entre une entreprise transnationale et une organisation syndicale, mais entre une entreprise transnationale et une ONG qui est très connue de l'opinion publique française et sans doute de notre communauté, qui est l'association Sherpa, qui, en 2009, a signé une convention avec l'entreprise Areva, un accord qui porte en fait sur le contrôle de la santé des travailleurs miniers au Gabon et au Niger. Cet accord, en fait, est le résultat d'interpellations d'ONG en matière d'environnement local qui ont fait appel à Sherpa pour que Sherpa véritablement s'inscrivent dans cette négociation d'accord et dans la conclusion de l'accord. Ces accords qui ont été signés en 2009 avaient pour but de mettre en place un mécanisme de prévention et de réparation de la situation sanitaire des travailleurs miniers par la mise en place d'observatoires locaux de la santé sur chaque site d'exploitation. La fonction de l'observatoire était d'assurer un suivi professionnel et post-professionnel des travailleurs. Cet accord avait également prévu d'établir une première étude sanitaire afin de créer un étalon de référence sur l'impact sanitaire de l'exploitation de ces mines dans la durée. Et enfin, cet accord devait créer un groupe pluraliste d'observation
de la santé des sites miniers. Vous avez remarqué que j'ai fini par employer l'imparfait parce que cet accord a été dénoncé en 2012 par l'association Sherpa pour diverses raisons. La moindre étant sans doute que les observatoires locaux de la santé fonctionnaient plus ou moins bien, mais sans doute que la raison la plus importante, outre le fait que Médecins sans frontières s'était également retiré de l'accord, c'est qu'il y a eu une divergence, un conflit très fort entre Sherpa et Areva sur la question de l'indemnisation des travailleurs atteints de cancer suite au travail dans les mines. Puisque une liste de travailleurs atteints de cette maladie avait été établie et que, en réalité, Areva a réussi à décider de n'indemniser que 2 de ces travailleurs. Et surtout, Areva n'avait pas accepté d'indemniser des travailleurs locaux, c'est-à-dire des travailleurs gabonais et du Niger, mais seulement des travailleurs expatriés. Et d'ailleurs, parallèlement, je faisais allusion tout à l'heure à l'arrêt Venel-Areva du mois de janvier 2015 de la Cour de cassation. Ici, le juge français a refusé d'indemniser la famille du défunt parce que le juge a considéré que Areva n'était pas l'employeur du travailleur expatrié qui travaillait pour une société à laquelle Areva avait concédé la mine, et d'autre part, le juge français a décidé que Areva n'était pas non plus co-employeur de la filiale employant le travailleur décédé. Cela signifie donc qu'on voit bien aujourd'hui qu'on est arrivé aux limites de l'expérimentation contractuelle et qu'on est arrivé aussi aux limites de l'exercice du juge judiciaire français qui n'a pas pu utiliser ici cette nouvelle notion qui a permis d'être efficace dans d'autres affaires et qui est celle du co-employeur. Je voudrais, dans le temps qu'il me reste, dire 2 mots sur la voie de la légalisation de la responsabilité sociale des entreprises. Cette voie peut être empruntée à 2 niveaux, au niveau international et au niveau national. Au niveau international, je rappelle à l'introduction que plusieurs instruments de soft law ont été adoptés par diverses institutions internationales. L'un de ces instruments, ce sont les principes directeurs de 2011 adoptés sous l'égide de John Ruggie des Nations Unies, qui rappelaient justement cette obligation primaire des États de veiller à ce que les entreprises et autres respectent les droits de l'homme, les droits des travailleurs, etc. Que s'est-il passé depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu un comité de suivi de la diffusion et de la mise en œuvre des principes directeurs donc de 2011 de l'ONU. Un bilan assez catastrophique et assez négatif a été établi en décembre 2014, où on a fait le constat que les États n'avaient pas pris le relais de l'ONU pour mettre en œuvre les principes directeurs donc de 2011. Alors, à nouveau, le Conseil des droits de l'homme se remobilise et a été remobilisé par quelques États pour réfléchir à une convention internationale pour réglementer donc les activités des entreprises transnationales. Ce nouveau processus risque de connaître les mêmes difficultés que les précédents, voire les mêmes échecs, et peut-être peut-on se demander si aujourd'hui il ne serait pas plus important que la communauté internationale, au lieu d'envisager un projet de convention internationale sur l'ensemble des aspects relatifs aux activités des entreprises transnationales, ne devrait peut-être pas se focaliser davantage sur une convention qui ciblerait la question des droits des victimes et donc qui ciblerait plutôt la question de la réparation, des modalités de la réparation
du fondement du régime de responsabilité et sans doute de la détermination du juge compétent. Sur le plan national, quelques États ont pris des initiatives. Sans doute que demain, on parlera de l'Inde. Il y a la France qui a pris cette initiative en 2013 de déposer une proposition de loi sur l'obligation de vigilance. Entre 2013 et aujourd'hui, nous sommes allés de renoncement en renoncement, puisque cette obligation de vigilance qui reposait sur une présomption de responsabilité afin de faciliter justement le recours des victimes contre les entreprises transnationales a été complètement adoptée. On est vraiment en retrait par rapport à ce premier texte, puisque aujourd'hui, cette obligation de vigilance pourrait être remplie par l'élaboration d'un plan de vigilance, ce qui est évidemment extrêmement différent, de même que la présomption de responsabilité a été abandonnée et qu'on a également abandonné une sanction pénale en cas de non-élaboration d'un plan de vigilance. Et donc, cette obligation de vigilance qui a fondé beaucoup d'espoir en France, au moins dans certaines communautés, cette obligation de vigilance nous vient évidemment des divers instruments internationaux de soft law qui ont été adoptés à un moment donné, à la fin des années 2000, sur la responsabilité sociale des entreprises. Néanmoins, pour ce qui concerne la France, on est très loin de textes qui ont pu être évoqués en Chine. Nous n'avons pas cette obligation et cette responsabilité générale des entreprises et nous sommes donc en train de reculer sur la question de l'obligation de vigilance. Peut-être dans le cadre des débats que nous pourrons avoir, on peut faire allusion à une partie de la doctrine qui défend l'idée, d'abandonner le cadre subjectif de la responsabilité délictuelle pour passer à l'idée, je vais très vite, d'une obligation spéciale de garantie qui objectiverait complètement donc la responsabilité, une responsabilité qui reposerait donc sur l'idée que la société transnationale ou le donneur d'ordre international doit garantir la population donc contre une catégorie de risques d'une particulière gravité, risques auxquels cette société participe directement ou indirectement dans le cadre donc de ce réseau d'activités, et il s'agirait donc de mettre en évidence la responsabilité collective du réseau d'activités, et pour cela on peut tout à fait travailler et continuer à travailler sur une notion qui a été développée dans le cadre des principes directeurs de l'OCDE et qui a été repris dans l'ISO 26000 et qui est la notion de sphère d'influence, ce qui permettrait de réduire à néant cette parade qui est le lien de causalité ou cette parade qui est la nécessité d'avoir un lien entre l'auteur et le dommage et la victime. Voilà, je suis désolée, je crois que j'ai beaucoup débordé. Merci. Je vous laisse.